Vous suivez le 20h sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté appelle au calme et à l'apaisement. Mamadou Taran Diallo a dans une déclaration invité les acteurs de la société civile à s'impliquer réellement dans la pérennisation des acquis de la paix et de la coexistence entre les citoyens. Le maire de Matoto invite les marchands à rouvrir les boutiques et magasins. Ces derniers craignent d'éventuels actes de vandalisme. Le premier responsable de la commune leur promet de sécuriser les lieux de vente. Et puis les jeunes du quartier Lansanaya Village menacent de descendre dans les rues la semaine prochaine. Ils réclament à l'électricité de Guinée un deuxième transformateur pour leur quartier. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté appelle au calme et à l'apaisement. Mamadou Taran Diallo l'a fait savoir à travers une déclaration cet après-midi. Il invite également les acteurs de la société civile à s'impliquer réellement dans la pérennisation des acquis de la paix et de la coexistence entre les citoyens. Je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba et de Thierno Sadouba. Le dialogue et la concertation peuvent aider à sortir de la crise sans qu'on ne soit obligé de mettre en péril la paix, la stabilité et la cohésion nationale. À ce propos, il serait souhaitable que nos sages, notables et autres acteurs de la société civile envisagent des initiatives de facilitation, de rapprochement entre les parties prenantes afin de prévenir et contenir les violences. Enfin, la paix, la sécurité et la justice ne sont pas des slogans, incantations ou invocations occasionnelles. Ce sont des prérequis et comportements permanents qui permettent une solide et indestructible unité nationale avec pour socle et ferment la cohésion, l'adhésion, le sentiment d'appartenir à une nation, à une patrie de tous les citoyens unis et réunis par un indissoluble lien ombilical. Guinéens d'en haut, tenant et aspirant au pouvoir. La Guinée d'en bas, citoyen lambda, a besoin de bien vivre régulièrement dans son pays. Il n'a ni volonté, ni moyen d'aller ailleurs. Pour cela, le commerçant, l'ouvrier, l'artisan, l'employé, l'entreprise et l'usine ont besoin de travailler. Des propos recueillis par Djibril Ba et Thierno Sadouba. Le maire de Matoto invite les marchands à rouvrir les boutiques et magasins. Ces derniers, craignant d'éventuels actes de vandalisme, ne semblent pas prêter l'oreille à ces propos. Toutefois, au cours d'un rassemblement à la mairie, il leur a garanti de sécuriser les lieux de vente. Mamadou Batos promet également de tout mettre en œuvre pour qu'ils exercent librement leurs activités. Makissa Kamara et Abdoulaye Kamara. Mamadou Batos Camara sur les pas du gouverneur de la ville de Conakry. Il s'évertue à prôner la paix tout en sensibilisant les citoyens de sa commune à s'inscrire dans ce cadre. Mais aussi, il invite les marchands de Matoto à rouvrir leurs boutiques. Les interpeller que les commerçants ne doivent pas être politiques. C'est une corporation commerciale. Ils sont là pour les clients. Et le client, on n'a pas besoin de les identifier par ethnie. On a besoin du prix. Les marchands ont peur d'être attaqués. Par contre, le maire de Matoto indique que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour leur sécurité et celle de leur boutique. Il les rassure sans intimidation, comme il le fait, dit-il, dans l'allègement des taxes. Matoto d'hier et Matoto d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Le président de la Chambre de commerce vient de vous dire, chaque processus électoral suscite du vandalisme dans les différents marchés. Les pillages des boutiques, l'incendie dans les boutiques. Nous venons de sortir 2 élections majeures où les élections législatives, toutes les communes ont connu des soubresauts. Mais Matoto a été sécurisé, aucune boutique, aucun marché n'a été touché. Matoto a 19 marchés. L'impact du climat politique dans ces lieux n'a pas été anodin.
La commune et la chambre de commerce ne souhaitent pas que les commerçants prêtent le flanc à ces moments non favorables à l'économie du pays. Commune Matoto, jusqu'à l'intérieur de Guinée, dans les 5 communes, les opérateurs économiques, on vous donne une garantie. Un bon commerçant ne peut pas rentrer dans la politique. Boutiques et magasins sont presque fermés il y a 2 semaines. Tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Les élus locaux de Matoto s'activent donc à sensibiliser pour affermir les liens entre les habitants et renforcer la cohésion sociale. C'était un reportage de Makissa Camara rendu par Djibril Ba. En bref, le procès du colonel Mamadou Alpha Bari s'est poursuivi ce mercredi au tribunal militaire de Conakry. L'ancien porte-parole de la gendarmerie nationale, qui a déjà passé 9 mois en détention, est accusé de vol par un opérateur économique. Au cours de l'audience, ses avocats ont formulé une demande de mise en liberté provisoire, demande rejetée par le juge André Mossi Milimono. Nous en dira plus dans nos prochaines éditions d'information. Et je vous lisais également, les jeunes de Lansanaya Village menacent de descendre dans les rues la semaine prochaine pour réclamer un 2e transformateur pour leur quartier. Ce mercredi, ils se sont regroupés pour réclamer ce transformateur qui leur a été promis par l'électricité de Guinée après plusieurs démarches. Bernard Koundouno. Ils disent avoir tenu plusieurs réunions et adressé plusieurs demandes pour le remplacement du transformateur dans leur quartier, mais sans suite. Ce mercredi, les jeunes de Lansanaya dans la commune de Matoto se sont mobilisés pour réclamer un 2e transformateur. Depuis très bonne lurette, on s'est toujours battu pour avoir un 2e transformateur pour Lansanaya Takui. Lansanaya Takui regorge 2 secteurs. Le premier secteur est un grand secteur école. À ce secteur seulement, il faut 2 transformateurs pour satisfaire les besoins de la population. Nous avons interpellé les autorités du quartier, les autorités administratives de EDG, mais aucune réponse jusqu'à nos jours. Chaque fois, ce sont des fausses promesses qu'on nous dit et que ça n'aboutit pas. Selon les citoyens de cette localité, ce transformateur alimente 2 quartiers depuis plus de 20 ans. De nos jours, il ne supporte plus les surcharges, d'où la cause de ces multiples pannes. Les jeunes de ce quartier, après plusieurs demandes, souhaitent aller à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Si nous ne sommes pas satisfaits, la jeunesse a promis par ma voix de sortir sur la route et crier de la pagaille. Lansanaya Village est l'un des rares quartiers qui connaît des manifestations de rue à Conakry. Cette fois-ci, sa jeunesse menace de manifester sur l'autoroute Fidel Castro dans les jours à venir. Reportage rendu par Ousmane Tonkara. Les enfants du centre d'accueil et de réinsertion sociale pour enfants déshérités se retrouvent à partir de ce mercredi sans toit. Le bâtiment qui abritait leur centre était en location. Aujourd'hui, ils sont délogés pour renouvellement du local. Rosaline Goto, Monemou et Aluba nous signent ce reportage. Nous sommes au centre d'accueil et de réinsertion sociale pour enfants déshérités, un centre qui encadre 52 enfants et jeunes. Créé depuis 2015, il est confronté aujourd'hui à un problème de logement. Au centre là où nous sommes ici, ça n'appartient pas à nous. On était ici à local. Donc le propriétaire d'ici a donné nous des délais de quitter ici parce qu'il voulait renouveler. On quitte ici aujourd'hui, on va rendre les clés aujourd'hui à mercredi. Donc on n'est pas là où aller d'abord pour le moment. Ce centre oriente les jeunes dans différents secteurs d'activité, entre autres la menuiserie, la tapisserie et la soudure. En attendant que les responsables de ce centre ne trouvent un toit pour ces enfants, ils vont passer les prochaines nuits à la Belle Étoile. Et tous faire du métier. Certains font la tapisserie, certains font la menuiserie, certains font la soudure, certains font des carrelés, certains font des peintures de véhicules, etc. des métiers. Donc aujourd'hui, on a quitté ici, aujourd'hui on n'est pas là où aller. Donc tous ces enfants-là, cette phase, avant qu'on va gagner quelque part, et tous vont passer la nuit dehors ici au centre de formation. Mamadou Lamarana Bari est l'un des jeunes pris en charge par l'ONG Aide aux enfants déshérités. Il est apprenti tapissier et vit ici depuis la création du centre.
Ils demandent l'aide des bonnes volontés. Nous avons été délogés, pourtant nous vivons ici depuis des années. Nous n'avons pas où aller. Avant de gagner un autre logement, nous serons obligés de dormir dehors. Nous invitons les personnes de bonne volonté à nous venir en aide. Ces enfants sont pour la plupart des enfants de la rue et d'autres issus des familles pauvres. La galère des étudiants guinéens de l'étranger semble aller de mal en pis. Un étudiant boursier de l'État guinéen est entre la vie et la mort depuis plusieurs mois en Tunisie, malgré le traitement financé par ses amis guinéens qui y vivent et des ONG tunisiennes. L'état de santé du jeune se dégrade du jour au lendemain. Le collectif des Guinéens et des étudiants guinéens en Tunisie lance un SOS. Le compte-rendu est signé Justin Lino. Laïmori Sako, 25 ans, est le nom de cet étudiant boursier de l'État guinéen qui est arrivé en Tunisie en 2017. C'est en 2019 que son cauchemar a commencé. Le jeune souffrait d'abord de l'hépatite B qui l'a rongé pendant longtemps avant de se transformer en un cancer du foie. Aujourd'hui, une partie du corps de l'étudiant est presque pourrie. Ses membres inférieurs sont complètement paralysés. Paralysé, comme vous le constatez sur les images, Sako est complètement paralysé. Il a perdu ici membre inférieur, chose qui nous affecte, qui nous attriste beaucoup. Alors, ses amis tunisiens ont lancé un SOS sur les réseaux sociaux. Il y a de cela 3 jours. On a vu et nous aussi, on s'est aussitôt mis sur pied pour pouvoir lui apporter quelque chose comme soutien. Mais malheureusement, nous sommes des étudiants. Nous n'avons pas où prendre cet argent. Donc, du coup, on s'est dit de taper à la porte de ces mêmes organismes, des personnes de bonne volonté ici en Tunisie. En Tunisie, le traitement du jeune est financé par ses collègues étudiants qui manquent de moyens financiers. Auprès de l'ambassade de Guinée dans ces pays, ils ont tenté d'obtenir de l'aide en vain. Et par la suite, l'ambassade nous a fait un retour tout en nous disant qu'ils n'ont pas d'argent pour lui venir en appui. Quelque chose qui nous a tellement affectés. Récemment, c'est un montant de 32 millions de francs guinéens qui serait payé par ses amis à l'hôpital où le jeune est hospitalisé. Ils n'ont reçu l'appui que de l'Organisation internationale pour la migration qui a payé une bonne partie de la facture. Et on s'est orienté auprès des organismes pour qu'ils puissent nous apporter leur soutien. Alors, l'organisme qui nous a accompagnés à prendre en charge une partie de ce montant, c'est bien l'OIM. Si rien n'est fait, Sako risque le pire. Le collectif des étudiants guinéens en Tunisie lance un SOS. Il interpelle directement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que le président de la République afin de venir au secours de l'étudiant Laïmori Sako. Ils sont très souvent victimes de violences, de discrimination, cela par leur différence. On parle des albinos qui méritent un meilleur traitement et il faut le rappeler que la Guinée dispose de nombreuses ONG, toutes pour défendre l'intérêt des albinos. Malheureusement, ils crient tous les jours à leur réinsertion dans la société. Le constat d'Aminata Wilsouma et Aluseni Kamara. Suivez. En Guinée, les personnes atteintes d'albinisme sont souvent victimes de discrimination du fait de leur appartenance. Dans certaines traditions locales, on pense que les organes des albinos sont dotés de pouvoirs magiques et qu'ils apporteraient chance et santé à ceux qui en disposent. J'ai constaté que cette couche sociale a commencé à être très nombreuse dans la rue, pour faire la mendicité, au lieu de partir à l'école apprendre un métier. Donc immédiatement, je me suis intéressé à cela pour qu'il y ait une organisation me permettant peut-être d'être accompagné par les gens qui peuvent nous permettre de trouver des solutions à ce problème-là. Et surtout dans les grandes villes, qu'on a créé surtout. Ils sont partout, ils sont considérés comme pas des handicapés alors qu'ils ne le sont pas. La vie pour eux n'est pas très rassurante, car ils sont souvent victimes de violences, de kidnapping et même des assassinats avant d'être mutilés de leurs organes. Je dis, une ONG ne peut pas s'occuper de la vie entière d'un individu. Il faut raison d'une communauté dont l'effectif est inconnu. Nous accompagnons les parents. Ce sont les parents qui doivent en principe être ça à charge. Nous les accompagnons.
Celui qui vient se présenter chez nous, par exemple, j'ai envoyé mon enfant à l'école, mais je n'ai pas trouvé de cahiers. On l'aide à trouver des cahiers. Ça ne sert à rien de multiplier ces organisations-là, parce que, imaginez-vous, lorsque moi j'ai créé cette ONG, il y a eu des dizaines d'autres ONG qui sont mises en place dans le même contexte. Mais malheureusement, la plupart pensaient que c'est pour avoir de l'argent avec ça. Ils ne peuvent pas avoir de l'argent avec ça. Il faut plutôt faire des sacrifices pour accompagner ces individus et l'État pour faire face à leurs besoins. Scientifiquement, l'albinisme se définit comme une maladie d'origine génétique. Il survient chez l'homme à raison d'une insuffisance dans la production de pigments et ils sont très vulnérables au cancer de la peau et souffrent de problèmes de vision. Je m'adresse d'abord aux parents pour dire que ce qu'ils ont d'abord, c'est des enfants, comme tout le monde. Donc à chercher à protéger les enfants atteints d'albinisme. Pour leur premier ennemi. Donc ce n'est pas l'alimentation, mais par contre, c'est des rayons solaires. Il faut faire éviter la chaleur. Malgré la stigmatisation et la discrimination dont ils font objet, force est de reconnaître que certains albinos guinéens résistent à toutes les difficultés à travers les fondations et ONG de défense à leur cause. Les élus locaux, les secrétaires généraux de collectivités de Tanene, Sangaredi, Kolabuni, Dabis et Kanfarandé viennent de boucler une rencontre d'échange ce week-end à Boké. Objectif appuyer ces acteurs sur l'élaboration des plans de développement locaux plus inclusifs, transparents et sensibles aux conflits et aux genres. Reportage Fatoumata Bailaouba et Salif Foulifo Sissé. Cette rencontre de 2 jours a permis aux participants de mettre en place des mécanismes pouvant permettre aux différentes composantes de la population d'exprimer leurs préoccupations, leurs besoins et leurs aspirations en vue de s'impliquer activement dans l'élaboration des plans locaux de développement et de participer au choix des actions prioritaires. Nous avons organisé des ateliers au niveau de la préfecture pour mettre ensemble les élus locaux, les services techniques et voir ensemble quels sont les problèmes qui freinent ou qui perturbent le développement socio-économique de Boké. Généralement la dégradation de l'environnement, les conflits qui surgissent au quotidien dans la localité. Les résultats ont été obtenus, ça a été partagé lors des ateliers et aujourd'hui, à partir de cela, nous avons dit bon, il faut mettre en place des stratégies. Et au menu des stratégies, il s'est agi surtout de mettre en place des cadres de concertation. La mise en place de ces cadres de concertation entre les élus locaux et services décentralisés sur la planification sensible aux conflits et aux genres inclusive et transparente permettra également d'élaborer et réviser le plan de développement local et d'investissement annuel pour répondre aux besoins des populations de Boké. Le secrétaire général chargé des collectivités locales de Boké s'est réjoui de cette initiative. Les agents de développement locaux qui sont au niveau des collectivités, qui sont au niveau de ces collectivités, qui doivent remonter les vrais problèmes qu'ils ont au niveau de ces collectivités. Ces ADL sont là-bas pour faire remonter dans leur plan de développement locaux. Effectivement, c'est réalité, parce que les réalités ne sont pas de même pour toutes les collectivités. Chaque collectivité a ses réalités. Donc c'est ces ADL qui doivent, c'est les intellectuels si vous voulez, au niveau de ces collectivités. Bien qu'il y ait le secrétaire général, bien qu'il y ait le receveur, bien qu'il y ait le maire, d'accord. Mais ces ADL, ces agents de développement, parce qu'on dit, on les appelle ADL, agents de développement local. C'est eux qui doivent faire remonter les vrais problèmes. Kassim Kaba, conseiller communal de Kolaboui, a quant à lui invité les jeunes de sa juridiction à une prise de conscience. Les groupes de jeunes qui sont accompagnés aujourd'hui n'ont pas de problème liés aux activités génératrices de revenus et ils n'ont pas besoin de partir à demander l'emploi ailleurs. Donc on lance un appel solennel à toute la jeunesse de Kolaboui, à la retenue et de préserver la quiétude sociale. On est sûr et certain qu'à travers les institutions internationales, on peut accompagner la jeunesse de Kolaboui pour son développement. Les Américains ont accompli leur devoir civique ce mardi. Le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Les Afro-Américains s'expriment notamment à l'occasion de cette consultation électorale. Leur vote est scruté de près. Nous sommes allés à la rencontre de ces citoyens qui disent avoir voté contre le président sortant, Donald Trump. Suivez ces propos recueillis par Ahmed Kamara.
J'ai voté Biden après 4 ans de règne. Pour Trump, je pense que c'est bon. D'origine africaine, son racisme ne me permet pas de lui donner ma voix. Nous avons besoin de Biden pour aller de l'avant. J'ai 18 ans, c'est ma première fois de voter et j'ai voté Biden car j'estime que Trump ne mérite pas d'être président des États-Unis. Il n'a aucun respect pour les femmes, les musulmans et il est raciste. Ce qui m'a le plus motivé à voter, c'est parce que quand je pense à mon pays d'origine et je pense à tout ce qui se passe là-bas et je pense comment nous, nos frères qui sont restés, nos parents n'ont pas de voix. Nos parents ne peuvent pas donner leur opinion par rapport au futur de leurs enfants, par rapport à leur futur. Et je suis dans un pays où on me donne la possibilité de choisir qui je veux pour la gouvernance. J'ai dit c'est mieux de laisser tout ce que j'ai à faire pour venir au moins donner mon apport à l'évolution du pays. D'accord. Et vous pensez que votre voix va compter? Et je suis sûre que ma voix va compter parce que si mon candidat devait perdre et que c'était ma voix qui devait l'aider à gagner, au moins 7 voix de plus, ça va compter. Comment s'est passé le vote de la Très bien, facile, tout facile, sans complications. Tout est facile ici. Donc, on a pris le ballot, on a rempli, on a déposé, scanné, on est parti. Très simple, pas compliqué. Et j'aurais vraiment souhaité que nos pays, d'où on vient, qu'ils apprennent de ces pays-là. Qu'on laisse la possibilité aux gens de choisir avec qui ils veulent travailler. Qu'on laisse la possibilité aux vieux de partir. Moi, je viens du Cameroun et mon pays, je pleure chaque jour. On tue des femmes, on tue des enfants. Seulement la semaine dernière, on a tué des enfants dans une école. Ils ne demandaient qu'à fréquenter par rapport au régime. Mon président au Cameroun est là depuis 35 ans, 37 ans. Ça ne marche pas. Je vous en supplie, donnez la possibilité aux gens. Anyway, qu'on fasse la différence. Aux nouvelles personnes de venir avec des nouvelles idées. Je supplie les Africains de donner la possibilité à d'autres gens de venir avec leur part d'apport et de permettre à tout le monde de pouvoir voter dans la clarté. Des propos recueillis par Ahmed Kamara et Oumar Bari. Ce journal s'achève. Vous pouvez le retrouver sur espace-tv-guinée.info. Merci pour l'attention. Mamadou Diallo sera avec vous aux 22h pour la suite de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Prenez soin de vous. Bonne soirée.